soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité est né en Suisse romande, il s'intéresse tôt et de près à la littérature. Il fonde à l'âge de 22 ans sa propre maison d'édition, Paulette, avec laquelle il publie une quinzaine d'ouvrages en 3 ans. En parallèle, il cofonde un collectif des arts de la scène, collectif Fin du mois, avec lequel il signe 2 mises en scène. Il s'investit également quelque temps au sein du bimensuel La Cité Émanation, roman de la Nouvelle Presse. Il s'est vu récompensé par le prix Lillo 2015 de la ville de Lausanne pour son roman Les Ombres du Métis. Il partage aujourd'hui sa vie entre l'écriture et le flamenco en Espagne. Il est l'auteur notamment de ces quelques romans tels que L'Ordre des choses, Le nom du père, ou encore, comme cité précédemment, Les Ombres du Métis aux éditions Zoé. Il s'agit de Sébastien Meyer, il vous présente son tout dernier roman, Les Casseurs d'os aux éditions Fleuve Noir. On en profite pour saluer et remercier chaleureusement Estelle qui sans elle cette interview n'aurait pu se faire, ainsi que toute l'équipe de cette belle maison d'édition. Sébastien Meyer, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie, malgré ce temps pluvieux. Oui, temps pluvieux, mais votre ouvrage, il va nous donner du soleil, il va nous donner de la belle lumière. On va y revenir dans quelques minutes. On va s'intéresser à vous, Sébastien Meyer. Racontez-nous d'où vous est venue cette idée de fonder et créer votre propre maison d'édition. Vous n'aviez alors que 22 ans, chapeau. Alors ça remonte à quand même un petit moment, puisque maintenant j'ai quasiment 30 ans, donc je ne sais plus très bien ce qui a motivé cette décision. Il faut que je vous raconte que je viens d'un milieu d'imprimeurs. Mes parents ont tous les deux été imprimeurs, mes grands-parents aussi. Donc pour moi, fonder une maison d'édition, c'est fabriquer un livre. Et fabriquer un livre dans la famille, ça fait pas peur. Il n'y a rien de terrifiant dans cette idée. Je n'ai pas du tout une approche du livre académique ou sacrée ou sacralisante, peu importe. Et du coup, voilà, j'ai, après mon bac, décidé de prendre une année sabbatique pour écrire. J'ai commencé à travailler dans un théâtre. J'ai beaucoup écrit et puis mon esprit étant néanmoins bien rationnel, je me suis assez rapidement rendu compte que vivre de ma plume allait être compliqué. Alors cette analyse-là ayant été faite, je me suis dit que j'allais faire un pas de plus, que j'allais essayer d'être éditeur dans l'espoir que ça devienne ensuite un métier, etc. etc. Donc voilà, à 22 ans, j'ai fondé les éditions Paulette sous forme associative et puis je me suis très vite rendu compte que mon calcul était complètement stupide. Je n'allais jamais gagner d'argent avec ça. Néanmoins, pendant 5 ans, j'ai publié une quinzaine d'ouvrages et ça a été une expérience très très enrichissante. On prend toujours les expériences dans le côté positif, hein. Il faut. Surtout quand ce sont des expériences positives. Racontez-nous votre amour pour le flamenco. C'est arrivé à quel moment ? C'est arrivé un peu plus tard, vers 23-24 ans. Je travaillais donc au théâtre de Vidi. Et là, il y a eu un spectacle de flamenco. C'était Maria Pares qui venait présenter un de ses spectacles dont j'ai oublié le nom. Et ça a été un coup de foudre direct. J'ai beaucoup aimé le flamenco et comme d'habitude, ce que j'aime beaucoup, j'ai tout de suite envie de le faire. Je ne peux pas me contenter de le regarder. Mais le flamenco m'a fait peur et il m'a fallu 2-3 ans avant d'oser commencer parce qu'il ne s'agit pas juste d'une danse, il s'agit effectivement d'une tradition, il s'agit d'une culture, il s'agit d'un mode de vie aussi. C'est quelque chose de très très particulier le flamenco. Du coup, il m'a fallu du temps pour oser commencer. Et finalement, j'ai commencé en me disant que j'allais en faire prudemment une fois par semaine. Et désormais, je suis en train de me faire bouffer et je vais partir vivre en Espagne pour le faire. Pour faire du flamenco à très très haut niveau. Enfin, plus haut niveau que mes genoux le permettront. Sébastien Meyer, qu'est-ce qu'il aime lire et que l'on peut y retrouver dans sa bibliothèque ? Oh, il y a vraiment beaucoup de choses et des lectures qui sont très éclectiques. Dans le polar, il y a eu beaucoup de Fred Vargas, il y a eu beaucoup de Simenon. Dans le non-polar, j'ai un amour très particulier pour Patti Smith, pour ces 2 livres, que je relis régulièrement. Après, il y a de la science politique, il y a des essais, il y a de la philosophie, il y a du Deleuze, il y a de la psychanalyse, il y a Lacan. Il y a Romain Gary, il y a les grands classiques français, Sartre, Camus et compagnie. Il y a vraiment un peu de tout, il y a un petit peu de littérature américaine,
petit peu de littérature hispanophone, mais celle-ci, je me la garde pour quand je parlerai suffisamment bien espagnol. Et voilà, ça va un peu dans tous les sens. Il y a déjà pas mal de choses, hein. Vous ne devez pas vous ennuyer. Non, c'est assez peu mon genre. Qu'est-ce que l'on peut visiter en Suisse romande? Donnez-nous envie d'y aller. Vous avez parlé de Lausanne, que vous habitez à Lausanne. Alors oui, vous pouvez nous parler de Lausanne ou même d'autres villes en Suisse. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y visiter? Donnez-nous cette envie d'y aller, là. Alors, je suis très mauvais guide touristique, notamment pour les villes, et surtout Lausanne parce que j'y vis, donc je ne la vois plus. Mais mon plus grand plaisir à vivre en Suisse, c'est en été, c'est d'aller me baigner dans le lac Léman. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas besoin de venir en Suisse pour le faire. Depuis la France, c'est très faisable aussi, depuis Thonon. Mais voilà, mon plus grand plaisir à vivre en Suisse, il est là, ou éventuellement aller me balader dans le Jura, mais ça encore, c'est faisable depuis la France. Donc je vais être mauvais vendeur des villes suisses. Je pense que l'Office du tourisme de Lausanne ne va pas tarder à m'appeler pour taper dessus. Mais voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus, navré. Mais il n'y a même pas un musée ou quelque chose que vous avez déjà fait? Ah si, après, à Lausanne, il y a évidemment le musée de l'art brut, qui est assez unique en son genre et qui était absolument extraordinaire. Ah, Il y a le musée de l'Élysée, le musée de la photographie, qui a des expositions qui parfois sont vraiment passionnantes. Il y a le musée historique de Lausanne, qui est une très chouette maquette de la ville, je crois, au XVe siècle. Il y a, voilà, le musée des Beaux-Arts qui est en construction et qui sera intéressant à partir de 2020. Mais il y a beaucoup de musées, il y a les théâtres de Vidi, qui est un lieu d'expérimentation européen, dirigé par l'ancien directeur du Festival d'Avignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y a beaucoup de choses. Culturellement, c'est une ville extrêmement riche comparée à sa taille, donc il y a de quoi s'amuser. oui. Ça représente à peu près combien d'habitants, Lausanne? Lausanne, la commune doit faire environ 130 000 habitants et l'aire urbaine environ 300 000. Oui, déjà pas mal, déjà pas mal. Cette fois-ci, Sébastien Meillard, intéressons-nous à votre dernier roman, Les Casseurs d'os, paru aux éditions Fleuve Noir. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Racontez-nous, oui, comment l'histoire est venue, sans nous raconter pour le moment l'histoire, mais nous raconter l'idée. Voilà, en gros, est-ce que vous avez lu des choses qui vous ont dit, tiens, si j'écrivais, voilà, sur ce sujet-là, etc., etc., les personnages, enfin, racontez-nous, dites-nous tout. Pour un roman, c'est toujours un concours de circonstances, ou disons en l'occurrence un concours d'idées, qui tout d'un coup convergent, émergent et donnent, enfin créent une nécessité d'écrire à propos d'un certain sujet. En l'occurrence, là, c'était une envie en creux, c'était une envie négative. C'est-à-dire que je suis sorti d'une première trilogie parue en Suisse, dont le cadre est la Suisse, qui a commencé avec Les Ombres du Métis en 2014, Le Nom du Père et L'Ordre des Choses. Et cette première trilogie plongeait dans le milieu de la finance, du négoce des matières premières, etc. Et voilà, proposait une photographie très crue de ce que c'est que la criminalité en Suisse, qui est en col blanc, comme on le sait, et qui brasse beaucoup d'argent, parfois sur le sang des autres, et, tout ceci avec complaisance, complicité, etc. Bref, pendant 6 ans, j'ai donc travaillé sur cette trilogie, et ça m'a mis le nez en face d'une réalité qui a été pesante, parfois difficile à supporter. C'est toujours difficile de savoir que le pays dans lequel on vit se rend coupable d'horreur. Après, voilà, il ne s'agit pas d'être naïf et puis de se dire qu'il y a des pays où ça n'existe pas, mais néanmoins, il y a un savoir théorique et puis après, il y a un savoir concret. Quand on est face à ça, c'est toujours assez douloureux. Et du coup, pour la suite, j'avais envie d'une respiration, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'aller dans un pays qui serait mieux que la Suisse, qui serait mieux que les autres pays européens. Et du coup, m'est venue l'idée de créer un pays qui n'existe pas, qui s'appelle la Bohème, que j'ai situé quelque part dans le nord de l'Italie, sans donner plus de précision, et qui est un pays qui, à partir du début du XVIIe siècle, non, 18e, je ne sais plus quelle date j'ai mise, enfin bref, qui est un pays qui, depuis 200 ans, a décidé de faire des choix différents que le reste de l'Europe, notamment sur la propriété privée. Depuis 1879, je crois, il n'y a plus de propriété privée en Bohème. Depuis la fin du XXe siècle, il y a un revenu de base assuré pour tout le monde, etc., qui est inconditionnel. Il n'y a pas de société anonyme, il n'y a que des coopératives, etc. Voilà. C'est un pays qui est, disons, d'orientation anarcho-communiste, tout en étant une monarchie, tout en étant ci, ça. Et voilà, ça a été la naissance de ce livre, ça a été l'envie de proposer, d'imaginer un pays qui
qui aurait appliqué de manière très très concrète et très réaliste. Il ne s'agit pas du tout d'une utopie, il ne s'agit pas de quelque chose d'idéal, il s'agit juste d'un pays dans lequel l'élite et le peuple ont pris des décisions différentes, des décisions qui sont très 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 réalistes, j'ai pas inventé beaucoup de choses, je me suis contenté de prendre exemple sur beaucoup d'expériences qui ont été menées à droite à gauche et qui ont été sabotées en général par la bourgeoisie qui a envoyé les chars d'assaut. Et voilà, ça a été la bohème, ça a été ma respiration. Et puis après, évidemment, dans cette bohème, puisque je fais du polar, il y a eu des meurtres. Et après, il s'agit d'avoir une enquête menée tambour battant pour savoir qui a tué qui et pourquoi. Oui, et là vous nous emmenez, vous nous embarquez, vous nous captivez. Alors vous avez commencé un petit peu à nous raconter le pourquoi du comment. Oui, et vous l'avez magnifiquement bien fait puisqu'on comprend beaucoup mieux dans votre tête ce qui s'est passé pour en arriver là. Pour celles et ceux qui vous écoutent, Les Casseurs d'Os, c'est l'histoire de quoi en quelques mots? En quelques mots, on commence le livre avec l'assassinat d'une historienne dans les Alpes, dans une vallée alpine. Et quelques jours plus tard, le corps de son assistant est lui retrouvé dans les eaux du Grand Lac, qui est central dans ce pays. Il y a une inspectrice, Elodie Funzel, qui va mener l'enquête concernant l'historienne, et un inspecteur, Eugène Yang, qui va mener l'enquête concernant l'assistant. Et ces deux enquêtes se passent dans un contexte très particulier, puisqu'un journaliste, Elias Neumann, et donc là je viens de citer les trois personnages principaux du livre, a dénoncé la corruption d'une partie de la classe politique et la volonté d'une multinationale de mettre la main sur l'agriculture locale. Donc il y a un contexte explosif, le pays est à deux doigts du basculement, et dans ce contexte-là, deux flics vont devoir mener deux enquêtes parallèles, se rendant assez vite compte qu'elles sont liées, qu'elles sont groupées, et après il reste à savoir si les bouleversements du pays et ces deux meurtres sont liés ou pas. Pour cela, il va falloir vous procurer Les Casseurs d'Os aux éditions Fleuve Noir, on n'en dit pas plus. Quels sont vos projets pour la suite? Eh bien, Les Casseurs d'Os, c'est le début d'une nouvelle série. Oui. Je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais quitte à créer un pays, eh bien, je compte bien continuer à développer cet univers-là. Et puis voilà, j'aime toujours travailler avec des personnages sur le long terme. Je m'attache beaucoup trop à mes personnages pour en changer à chaque fois, donc il y aura probablement un Bohème 2, et puis peut-être un Bohème 3, et puis voilà. Les Casseurs d'Os, c'est le début d'une nouvelle série, d'une nouvelle aventure. Bon, ben c'est parfait, ça va faire plaisir à Charles Aznavour, ça. La bohème. Ou à Puccini, ça marche Oui, aussi. Sébastien... Sébastien Meyer, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Je pense que ça va être encore cool tout ça. Quel est votre plus beau souvenir? Ah, j'en ai beaucoup trop. Je sais pas. Allez, un. Je sèche. Un magnifique. Joker. Non, Joker. Joker? Bon, Je allez. peux pas choisir. Ah. Joker, navré. Ouh. Si vous seriez un animal, vous seriez? Ah, je sais pas, un loup. Ah. Plutôt Antonio Gades ou Joaquín Cortés, qui, on le rappelle, sont deux danseurs de flamenco. Sans hésiter, Antonio Gades. Quelle est votre couleur préférée? Rouge. Vacances dans une cabane ou un hôtel? Cabane. Un plat que vous adorez cuisiner ou manger si vous ne cuisinez pas? Des pâtes. Sébastien Meyer, si vous aviez un rêve, ce serait? Que ça continue comme ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Sébastien Meyer, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Les Casseurs d'Os aux éditions Fleuve Noir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, c'était un plaisir. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les Plaisirs de Marc Pin, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et cela nous touche beaucoup. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!